Une pierre, deux coups. Une émission mensuelle proposée par le Parc naturel régional des Causses du Quercy, un mardi par mois à 17h30, en rediffusion le mercredi à 10h. Deuxième émission, Une pierre deux coups, l'émission qui fait parler les cailloux. Au programme de cette deuxième émission, deux sujets. Nous allons parler de cailloux à croquer avec les géodélices, avec Caroline Salvin, chargée de développement économique à la Chambre des métiers et de l'artisanat du Lot, et Cathy Lafage, femme de pâtissier boulanger à Bringues dans la vallée du Célé. Mais avant de goûter à ces cailloux délicieux, nous allons écouter un reportage sur la journée de dépollution d'une des phosphatières de Bâche qui s'est déroulée le 7 décembre dernier avec Thierry Pellissier qui était présent et qui a coordonné cette journée. Nous l'écoutons. Alors nous sommes ici dans une des phosphatières à Bâche, une phosphatière qui est intéressante à plusieurs niveaux puisqu'il y a un côté géologique et un côté où aujourd'hui il y a une journée de dépollution. Je te laisse Thierry présenter un petit peu ce site et pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Mais nous sommes effectivement sur une des phosphatières de Bâche. Bon, il y en a beaucoup dans le secteur. Et comme souvent, celle-là, elle a servi de poubelle. Malheureusement, à une époque, pour les gens, une cavité, c'était tellement commode que, hop, on jette dedans, on ne voit plus rien et tout le monde est content. Donc aujourd'hui, on a entrepris avec le comité départemental de Spéléo du Lot de nettoyer cette phosphatière. Alors ça s'inscrit dans une ligne de chantier puisque c'est le 6e site qui bénéficie comme ça d'une dépollution dans le cadre des phosphatières. Alors pourquoi on fait ça? On fait ça pour deux raisons. D'une part, même trois raisons. Il y a une première raison qui est tout simplement esthétique. Quand on arrive sur ce genre de site, c'est quand même des sites très particuliers, très beau parfois, je crois que celui-là est d'ailleurs un côté assez spectaculaire, et de voir des cuisinières et autres frigos qui traînent au fond ou des bouts de plastique, c'est quand même pas très très agréable. Donc le premier objectif, c'est de rendre ce site un petit peu dans son état plus naturel que ce qu'il est aujourd'hui. Deuxième raison, c'est par rapport à la ressource paléontologique qu'on a dans ces gisements. Bon, ici au Mas de Gaston, on a un gisement fossilifère qui date de 28 millions d'années à peu près. On a une vingtaine de fossiles différents qui ont été trouvés et il y a même une espèce de rongeur qui a été découverte et décrite à partir de ce site. C'est ce qu'on appelle une localité type, donc quelque chose qui est très très important au niveau scientifique. C'est un lieu de référence de ce point de vue-là au niveau mondial. Donc les poubelles gênent l'accès au remplissage et pour les études scientifiques, c'est important de pouvoir y accéder plus facilement. Donc c'est notre deuxième objectif. Et le troisième objectif, il est beaucoup plus général et il rejoint ce qui a pu être fait notamment au niveau des pertes de thémines il y a quelques temps, c'est de protéger la ressource en eau du COS, parce qu'il ne faut pas oublier que dès qu'il pleut, l'eau s'infiltre à travers tous ces déchets et au bout du compte, elle va sur une source. En l'occurrence, ici, on est sûr que c'est une source captée. On ne sait pas laquelle, c'est peut-être la source de Crégols qui alimente une vingtaine de communes, ou bien la source des Chartreux à Cahors qui alimente évidemment Cahors. Donc ça, c'est notre troisième objectif qui est beaucoup plus global. Alors ici, donc une phosphatière, moi j'en avais jamais vu, c'est une cavité qui a été creusée par l'homme. Ce sont au départ des cavités, alors ce sont des cavités qui témoignent d'une histoire très longue, de millions d'années. Donc ce sont d'abord des grottes. Ce sont des grottes qui, comme les grottes actuelles, ont été creusées par l'eau dans le calcaire. Mais ça remonte à l'époque tertiaire. Donc ces grottes, elles ont, on va dire, pour faire simple, une cinquantaine de millions d'années. Au cours de leur histoire, ces grottes se sont trouvées remplies, colmatées, par tout ce qui venait de la surface, alors naturellement à l'époque bien sûr, puisque l'homme n'existait pas, et tout ce qui venait de la surface, c'était essentiellement des argiles rouges, très rouges, parce que très riches en fer, mais également très riches en phosphate, c'est important pour la suite, des cailloux, et puis tous les restes des organismes qui vivaient à côté de ces cavités, donc des animaux, des végétaux, des insectes, tout ce qu'on peut imaginer, tout ce qu'on trouve aujourd'hui de toute façon dans ces milieux, sachant qu'à l'époque le milieu n'était pas comme aujourd'hui, puisqu'on était
exploité dans une zone tropicale. Donc évidemment, la faune et la végétation n'étaient pas du tout les mêmes qu'aujourd'hui. Donc ces cavités se sont remplies, et puis une fois qu'elles se sont remplies, le temps a passé, et au 19e siècle, on a découvert le phosphate et les vertus d'engrais de ce minerai, et du coup ça a lancé des exploitations à l'échelle européenne, et le sud Quercy a connu, donc vers les années 1870 à peu près, une véritable fièvre d'exploitation, et il y a des gens qui ont creusé à la pioche, à la pelle, qui ont recreusé ces anciennes grottes, le but étant évidemment d'en extraire le précieux minerai pour l'essentiel l'envoyer en Angleterre, et c'était utilisé en Angleterre par les agriculteurs locaux. Et ça a été une courte exploitation finalement, parce que combien de temps ça a duré? Alors, l'exploitation des phosphatières, elle a été relativement brève, puisque dans le Quercy, en tout cas, elle a commencé en 1870, elle a été intensive pendant 16 ans. Et puis en 1886, on a eu une très très grosse crise, parce qu'on a trouvé des gisements beaucoup plus faciles à exploiter en Floride et en Afrique du Nord. Et du coup, en un hiver, les 3/4 de l'activité ont été stoppés, brutalement stoppés, ce qui a d'ailleurs marqué la mémoire des gens. Et du coup, d'ailleurs, ces carrières à phosphate sont devenues des trous à phosphate. Et ceci explique aussi en partie la propension des locaux à y jeter les poubelles, parce qu'il y a eu une image très négative qui s'y est rajoutée. Ils pensaient avoir un véritable Eldorado, et puis du jour au lendemain, ils se sont retrouvés sans rien. Et du coup, déjà, la tendance naturelle, un trou, on se débarrasse de ce qui gêne, mais en plus, un trou qui a un côté très négatif, on s'est fait avoir, on a été pris pour des idiots, ça, je crois que ça favorise encore le mouvement. Si on creuse un petit peu là, est-ce qu'on trouve encore du phosphate? Alors, est-ce qu'on trouve du phosphate? A priori, oui. Alors, ce n'est pas le cas forcément pour toutes les phosphatières, parce que parfois, ils les ont complètement vidés. Mais comme l'exploitation, je l'ai dit tout à l'heure, s'est terminée en crise, mais en fait, souvent, les chantiers se sont arrêtés. Et il est possible, probable même, que si on creuse un petit peu, on va trouver du phosphate, mais en très très faible quantité. Donc il faut savoir aussi qu'à court terme, à l'échéance de quelques années, la planète va connaître une crise du phosphate très importante, on va manquer de phosphate. Mais je peux rassurer les Lotois, c'est pas avec les phosphatières du Quercy qu'on va résoudre le problème, et il n'y a personne qui va venir exploiter du phosphate dans les années à venir. Et ces cavités, une fois qu'elles seront nettoyées de toute ordure ménagère, est-ce qu'elles vont être rebouchées ou pas? Il est hors de question de les reboucher, donc on est sur le périmètre de la réserve naturelle et géologique du Lot, et les sites doivent être conservés en état, et surtout on doit maintenir l'accessibilité au remplissage fossilifère éventuel. Donc il y en a ici, puisqu'on a trouvé donc des espèces spécifiques, et concrètement il est donc totalement exclu de reboucher ce genre de cavité. Bon, c'est vrai qu'on peut s'interroger quand on est à côté en disant mais si quelqu'un vient se promener la nuit, ça peut être dangereux. Ceci étant, je répondrai deux choses. D'une part, des trous comme ça, il y en a partout dans les côtes du Quercy. Si on va se promener à la Brogne, c'est du même style. Si on va se promener dans d'autres secteurs de France, dans les Pyrénées ou dans les Grands Causses, on a exactement le même type de problème. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, on est quand même sur des propriétés privées. Et donc, les gens n'ont pas à venir se balader n'importe où, n'importe comment. Je rajouterai d'ailleurs que ça relève pour moi de l'éducation. Quand on a un site comme ça, si on passe à proximité avec des enfants et qu'on le voit, on essaie d'éviter que ça galope partout. C'est tout. Ça s'appelle donner peut-être le sens du danger, mais bon, ça c'est un autre débat. Alors, vous avez installé ici des panneaux pour les gens qui viennent voir un petit peu cette journée de dépollution. Il y a des photos de ces phosphatières et de l'exploitation de ces phosphatières. Elles datent de quelle année, ces photos ? Alors quelle année, c'est un petit peu délicat de donner une année avec précision, mais disons qu'on a une série de photos qui sont au Muséum d'histoire naturelle à Toulouse, la collection Truta, qui concerne une phosphatière du secteur de Saint-Antonin-Nobleval, et celles-là, elles sont datées aux alentours des années 1880, et on a vraiment la phosphatière en pleine exploitation, c'est l'âge d'or des phosphatières, on peut voir qu'il y a une cinquantaine de personnes qui travaillent dessus, on peut voir que c'est vraiment un chantier industriel. On a ensuite une série de photos qui viennent de la phosphatière de Prajou, sur la commune de Caja,
Cajard, entre l'Arnagol et Cajard, sur le Causse, là où Georges Pompidou avait d'ailleurs une maison. Il était d'ailleurs propriétaire de cette phosphatière. Mais donc ces photos sont plus récentes. La date exacte, je ne sais pas, mais vu l'état des équipements, qui visiblement sont fonctionnels, mais pas trop, ils sont déjà relativement dégradés, on peut imaginer que c'est la toute fin du 19e siècle, ou peut-être le tout début du 20e siècle. Mais on ne peut pas être plus précis, en l'occurrence. Et là, donc, la formation géologique des phosphatières en plusieurs étapes, donc avec des dessins qui expliquent bien la formation de ces cavités remplies d'argile, etc. C'est ça? Oui, alors c'est vraiment pour essayer de faire comprendre comment ces éléments-là, comment ces sites si particuliers se sont créés. Mais en fait, l'histoire, on peut la résumer en y incluant la notion de durée géologique, parce que c'est évidemment très 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 long, ce sont des millions et des millions d'années. On a la formation du calcaire. La formation du calcaire, c'est l'ère jurassique, pour faire simple. On a ensuite de l'eau qui va creuser des grottes et des gouffres, comme elle le fait aujourd'hui, sauf que c'était à l'époque le début de l'ère tertiaire, donc on est vers une cinquantaine de millions d'années, et on a ensuite des phénomènes qui vont venir remplir, colmater ces cavités. Ce qui est très fréquent, c'est l'évolution naturelle d'une grotte qu'on a là. La seule différence par rapport au naturel, c'est que donc avant le 19e, ce sont des parcelles cultivées, c'est-à-dire qu'à la place des trous qu'on voit aujourd'hui, comme il y avait ici, en l'occurrence, 20 à 25 mètres d'argile, ça constituait une réserve d'eau intéressante pour les végétaux. Ça tenait bien à la sécheresse, et donc à l'emplacement du trou, c'était cultivé. Et souvent d'ailleurs, c'était la parcelle de la propriété agricole qui s'appelait le canaval. Canaval, c'est l'endroit où vous poussez le chanvre, puisque chaque ferme produisait son chanvre pour faire ses propres tissus. Et donc le canaval, c'était vraiment la parcelle la plus précieuse de la propriété, parce qu'elle était fertile, parce que la terre était profonde, parce qu'on pouvait y faire cette plante-là. Et on peut penser, alors j'ai pas d'éléments formels là-dessus, mais on peut penser que comme la plupart des phosphatières, ici on avait donc un canaval, et aujourd'hui on a un trou. Et puis bon, évidemment, malheureusement, les poubelles sont venues plus récemment noircir le paysage. Alors, on le disait tout à l'heure, cette phosphatière n'est pas la seule ici. Il y a encore quelques années de dépollution de sites en prévision. Oui, on a des chantiers, disons que les actuels spéléos qui nettoient et l'actuel conservateur de la réserve n'en verra malheureusement pas la fin. On a quand même, ça a été très très largement utilisé comme poubelle, et donc on a des chantiers, c'est le 6e qu'on a là, mais il y en a bien d'autres à faire, avec des importances variées, le volume de poubelles dépendant directement de la facilité d'accès de la phosphatière. Quand elle est très facilement accessible, malheureusement, elle est souvent très largement colmatée par les déchets. Maintenant, on a un petit peu changé le fusil d'épaule. Il ne s'agit plus du tout de vider complètement la phosphatière. Aujourd'hui, ce qu'on cherche, c'est vraiment à sortir les gros éléments. Par contre, tous ceux qui relèvent des petits fragments, on les laisse, parce que les sortir pour les transporter ailleurs et les remettre en décharge ailleurs, c'est un non-sens écologique. Ça serait dépenser de l'énergie, dépenser du CO2 pour finalement les remettre quelque part. Donc, bon, c'est malheureux, mais on se limite notre action aujourd'hui ce qu'on appelle couramment les monstres, à savoir carcasses de voitures, parce qu'il y en a partout, parfois, du moins pas ici, mais parfois. Les frigos, on vient d'avoir remonté un, là. Il y a aussi une gazinière à remonter, alors ce sera un peu plus difficile pour le poids, mais on limite notre action à ces éléments-là. Et je tiens d'ailleurs à ressouligner les 3 partenariats qu'on a avec les spéléos. Sur ces sites, en l'occurrence, c'est tout à fait, l'accès est très technique, puisque c'est absolument vertical. Donc là, on ne peut pas organiser un chantier participatif. Par contre, normalement, tous les 2 ans, on a l'intention, dans le cadre des activités de la réserve et du géoparc, d'organiser un chantier conjoint avec les spéléos et tous les volontaires qui voudront venir donner un coup de main pour participer à cette œuvre de nettoyage. Action. Ah, il y a les poignées, ouais. Oula, c'est lourd, hein. C'est bon, ça décolle.
Revenons maintenant au studio avec Caroline Salvin et Cathy Lafage pour parler de géodélices. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. Alors, les géodélices, qu'est-ce que c'est, Caroline ? Alors, ce sont des chocolats et une pâtisserie en forme d'objets géologiques emblématiques du territoire. Ça veut dire qu'on va manger des cailloux ? En quelque sorte. Donc, on a proposé il y a environ 2 ans à des artisans chocolatiers pâtissiers du parc de nous concocter des chocolats ou des pâtisseries en lien avec la géologie. On souhaitait parler de géologie d'une manière plus ludique, retrouver en fait la géologie dans des choses assez simples comme la nourriture. Et justement, on va parler de ces cailloux. À l'approche de Noël, là, ça fait toujours un petit peu saliver de manger des cailloux chocolatés. Oui, tout à fait. Donc, on peut retrouver l'ensemble de ces géodélices chez 4 artisans du territoire. Donc, chez monsieur et madame Lafage à Bringues, donc Cathy est ici présente avec nous, dans la pâtisserie Lagarde à Cajarc, la pâtisserie Meijecase à Gramat et à la Grange aux Truffes à Padirac. D'accord. Donc, il y a des chocolatiers et des pâtissiers. Oui. Voilà, qui ont 3 chocolatiers et un pâtissier. Qui ont travaillé sur ces formes-là. Alors, l'idée est venue parce que le parc a été labellisé par l'UNESCO Géoparc, il y a 2 ans maintenant. À partir de là, donc, on a eu cette idée lors d'une rencontre du réseau des géoparcs. Cette idée a été développée en fait par des pâtissiers japonais qui ont développé en fait des biscuits en lien avec la géologie de leur territoire. Donc on s'est dit pourquoi pas, on a lancé cette idée auprès des artisans du territoire du parc et ils ont choisi eux-mêmes parmi un panel d'objets emblématiques, d'objets géologiques emblématiques du territoire. Ils ont choisi donc 2 objets, des objets que l'on retrouve dans la réserve géologique.
le nodule de phosphate, qui est donc un nodule que l'on retrouve dans les phosphatières, et la calcite de Bellecroix, qui est une calcite un peu en forme de rose des sables. On en trouve à Fontainebleau et à côté de Pêche-Merle, à Cabreret. Et les artisans, à partir de ça, donc, ont choisi ces objets, ont travaillé sur la forme avec donc un prestataire qui a réalisé des impressions 3D des objets et qui a permis la réalisation de moules. Donc, ce prestataire, c'est M. Pichoutou qui est à Casal. Et ils ont ensuite travaillé sur des recettes en lien avec notamment des ingrédients emblématiques aussi du territoire. Donc, ils ont travaillé notamment la noix du Quercy, le safran, le thym serpolé, la lavande, voilà. Alors, Cathy, votre mari a travaillé donc sur un de ces géodélices. Oui, tout à fait. Donc nous, on avait déjà un gâteau sous la main, je vais dire, parce qu'on fabriquait déjà le gâteau aux noix, qui est assez en raccord avec notre territoire. Et du coup, ça a coulé de sens. Et mon mari a décidé de le proposer en calcite de Bellecroix que l'on trouve dans les grottes de Pêche-Merle, comme l'a dit Caroline. Et de là, nous est venue l'idée de proposer le gâteau aux noix sous forme de calcite. Quelle forme il a? Parce qu'on a du mal à s'imaginer cette calcite. Mais c'est oui, comme tu disais, Caroline, en forme de rosace, quoi, du moins de rose des sables. Rose des sables, quoi, voilà. Donc. Et alors, comment on travaille une pâtisserie en forme de rose des sables? Eh bien, mon mari, au début, on avait reçu des moules en 3D. Par le parc régional du Causse et du Quercy. Et alors de là, il a préparé à l'aide de silicone un moule qui était très représentatif de la calcite. Il y a mis la pâte de son gâteau et puis une fois démoulé, c'était une pure merveille, quoi. Non, c'était très représentatif, quoi. Nous, on a été étonnés parce que ça représentait vraiment le caillou lui-même, avec le relief, la couleur, différentes couleurs en fonction de la cuisson en plus, donc c'était génial, quoi. C'était super. Une très belle expérience. On a du mal à s'imaginer comment on peut concevoir des moules, justement, qui ont cette forme-là. Ça s'est fait comment? En reprenant vraiment... En fait, donc les objets géologiques ont été... il y a eu une impression 3D, un scan 3D des objets, et ensuite une impression. Du coup, on avait des formes en plastique. Les artisans ont pu choisir les dimensions, l'endroit de l'objet géologique qu'ils souhaitaient. Et à partir de ces impressions, des moules ont été créés, en fait. D'accord, ok. Au niveau de la cuisson, c'était pas un peu compliqué à gérer? Il y a eu beaucoup d'essais. Il y a eu beaucoup d'essais. Il y a eu beaucoup d'essais et puis on y est arrivé, quoi. Après, mon mari avec Monsieur Caroline, Monsieur Pichoutou. Voilà. Donc ils se sont appelés. Alors pour les dimensions, pour la profondeur du moule. Après, bon, moi, c'est mon mari qui en parlerait mieux que moi, mais la dimension du moule en fonction de la cuisson, de ce qu'on voulait avoir. Ils se sont mis en relation et il a réussi à nous sortir un moule vraiment super qu'on utilise aujourd'hui toutes les semaines, quoi. Voilà. D'accord. Vous en sortez toutes les semaines? Oui. Depuis qu'on a commercialisé le produit, toutes les semaines on fait des géodélices, quoi. D'accord. Et comment vous êtes venu à intégrer ce projet-là? Mais c'est-à-dire que nous, on est arrivé en 2006 sur la vallée du Célé. On a ouvert la boulangerie et on est des amoureux de notre territoire et quoi de mieux que pour promouvoir son territoire avec de la pâtisserie ou des chocolats comme les collègues, quoi. C'est un projet vraiment super, quoi, parce qu'on peut découvrir la géologie, manger en même temps, donc que du bon, quoi, que du bon. Et alors, Caroline, l'idée est partie d'un concours, c'est ça?
au départ ? Oui, en fait, pour un peu susciter la créativité des artisans, on a souhaité lancer l'idée sous forme de concours. Mais ensuite, donc, les 4 artisans qui ont participé au concours ont ensuite bénéficié donc, de l'aide et de la commercialisation de leurs produits. Ils ont tous commercialisé, ils commercialisent tous encore aujourd'hui, quoi. Et alors, vous qui avez goûté à tous ces merveilleux géodélices, est-ce que c'est très, très, très bon ? Est-ce que ce que vous avez goûté Ah, c'est très bon. Tous, les chocolats, les gâteaux, c'est super, quoi. Puis les goûts, voilà, il y en a qu'on fait je crois, à base de lavande, de thym, oui, tout à fait, ouais. de safran, et on retrouve vraiment en bouche toutes ces saveurs, quoi. Donc, c'est un travail impressionnant, quoi, de la part des quatre artisans. Artisans, ouais, voilà. Donc, parce qu'il faut travailler, il faut goûter, il faut trouver le juste milieu avec les saveurs. Le thym et la lavande, notamment, c'est assez compliqué, quoi. Le safran, donc, non, très bon travail. Comment réagissent vos clients, justement, à la vue de ces pâtisseries ? Alors nous, on est sur un secteur quand même, dans la vallée du Célé, assez touristique. Donc l'été, je fais pas mal de marchés dans le coin, quoi. Et d'abord, ils s'interrogent parce qu'ils regardent les paquets avec les calcites, parce que nous, on l'a mis sous forme de sachet. Et alors, ils posent des questions et c'est un plaisir de leur raconter la petite histoire et de leur parler de notre territoire, quoi. Donc, les deux associés, là, la pierre et la pâtisserie, c'est une très bonne idée, quoi. Et les gens, ils sont... En plus, on a les petits fascicules, là, donc, qui expliquent un peu le parcours des artisans et les géodélices. Donc, ils prennent leurs petits fascicules, leurs petits gâteaux, et puis voilà, quoi. Donc, c'est très bien. C'est un cadeau original aussi à offrir. Voilà. C'est un cadeau très original pour les fêtes de Noël. Et est-ce que ça vous a apporté aussi quelque chose au niveau du savoir ? Est-ce que vous doutiez que ces formes-là existaient dans la nature ? Ah, tout à fait. Moi, j'ai découvert les pierres grâce au concours, quoi. Parce que même la calcite que nous, on avait choisie avec mon mari, j'étais même pas sûre qu'elle était à Caboret, moi. C'est quand j'ai lu la description de toutes les pierres, et c'est là que c'est épatant, quoi. Parce qu'en fait, il y a plein de choses à découvrir et on prend pas le temps, quoi. Une manière ludique d'apprendre la géologie. La géologie, quoi. C'est une très bonne idée. Est-ce que, Caroline, toutes ces pâtisseries sont accompagnées du petit fascicule qui explique un petit peu aussi la genèse du projet, etc. Oui, absolument. Donc, chaque artisan en fait a reçu un kit de communication. Donc, il y a eu le développement d'un logo et ensuite, donc ils ont bénéficié donc de ce petit livret qu'ils peuvent du coup diffuser auprès de leur clientèle. Mais également un petit packaging avec des rubans, des autocollants qui leur permettent de commercialiser depuis 1 an maintenant les géodélices dans leur boutique. Ces pâtisseries sont en vente dans vos 4 boutiques. C'est tout ? Ou alors est-ce qu'il y a d'autres lieux de commercialisation ? Alors pour l'instant c'est tout, voilà. Il faut savoir qu'on va participer à des événements. On était la semaine dernière notamment au Salon du Chocolat, avec les 3 chocolatiers. Au fur et à mesure, on va proposer aux artisans, s'ils le souhaitent, de développer d'une manière plus globale les géodélices. Pourquoi pas proposer des coffrets avec l'ensemble des géodélices. Tout ça va venir petit à petit. Eh bien, je vous remercie. Merci à vous. Je vous remercie d'être venu dans nos studios lors de cette émission, de cette 2e émission, Une pierre 2 coups. L'émission qui fait parler les cailloux, et en tout cas, on va les goûter, vos cailloux. Je pense qu'on va les savourer. Oui, merci. Absolument. Merci. Cette 2e émission d'Une pierre 2 coups touche à sa fin. Par contre, les fêtes de Noël approchent. Et pour faire un cadeau original, pensez à offrir des géodélices. Rendez-vous à la Grange aux Truffes à Padirac, à la pâtisserie Meijecase à Gramat
au Fournil des Falaises à Bringues et à la pâtisserie Lagarde de Caja. Une pierre, deux coups. Une émission mensuelle proposée par le Parc naturel régional des Causses du Quercy, un mardi par mois à 17h30, en rediffusion le mercredi à 10h.